comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. La transition malienne fait face à plusieurs défis d'ordre politique, économique et social. À cela s'ajoute la situation sécuritaire dans le pays, d'où l'invite du président Macky Sall, également président de l'Union africaine, à la communauté africaine et internationale à soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Quels enjeux de la visite du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA à Bamako? Comment est-ce que la communauté africaine et internationale pourrait accompagner le Mali dans cette lutte? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, le redéploiement de la force française Barkhane est effectif depuis le 15 août dernier. La France reste quand même engagée dans le Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad. Quelle réorganisation de la force Barkhane dans le Sahel? Quel défi des autorités de ces pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos invités. Dr Souleymane Ndao, vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité dans le Sahel. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonjour. Et bonjour également à vous et merci également à Daouda Tall. Toujours aussi un plaisir de partager avec vous. Vous êtes éditorialiste et président du think tank ID Sénégal. Merci également d'être là avec nous. Plaisir partagé, Daouda, mais bonsoir à toutes et à tous. Et je reste d'ailleurs avec vous, Daouda. Depuis quelques mois, l'on note la reprise des attaques terroristes au Mali. La dernière en date est celle de Tessit, ayant causé la mort de 42 militaires maliens. D'ailleurs, le président Assimi Goïta avait déclaré 3 jours de deuil national à cet effet. Aujourd'hui, cette multiplication des attaques peut-elle être liée au retrait depuis février dernier de la force Barkhane du Mali? Alors, il peut y avoir des conséquences liées à ce retrait parce que, naturellement, lorsqu'il y a un tel retrait de cette ampleur-là, il faut que la réorganisation se fasse sur le terrain. Parce que, les forces françaises étaient là depuis presque une dizaine d'années. Évidemment, Serval, Barkhane et tout ça, bref, ensuite la force européenne Takuba. Lorsque ces dernières partent, il y a un vide qui est là. Et ce vide-là, ça nécessite une certaine réorganisation, c'est-à-dire le fait d'occuper le terrain à nouveau. Parce que ça, c'est une évidence. Maintenant, on ne peut pas établir un lien direct entre l'attentat que vous citez et le retrait des forces françaises. Ce qu'on peut dire à ce niveau-là, c'est que malheureusement, ce ne sera pas le dernier attentat. Malheureusement. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, le Mali est dans l'incapacité, les autorités maliennes sont dans l'incapacité d'assurer complètement l'intégrité totale du territoire malien. Ça, c'est un fait. Et aussi, l'autre difficulté tient à ce que, même si les Russes sont là, la force Wagner, il y a aussi une certaine réorganisation qui doit se faire au nord, au centre notamment, pour occuper à nouveau les bases qui sont laissées par les Français. On reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur cette réorganisation et comment est-ce que ces bases sont occupées présentement. Docteur Souleymane Ndao, il y a le Mali qui fait depuis 2012 face à des attaques terroristes. Déjà le Barkhane qui était là depuis 9 années. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de ces 9 ans d'intervention de Barkhane dans cette région du Mali, dans le Mali autant pour moi et dans cette région du Sahel? Un bilan plutôt mitigé, dans la mesure où, comme vous l'avez constaté, ils ont duré bientôt 10 ans. Et on a vu dans la sémantique même le changement d'appellatif, de mission Serval, Barkhane, ensuite pour se massifier et pour avoir beaucoup plus de collaboration avec d'autres forces européennes, parce qu'en réalité, ils se sont rendus compte que ce n'est pas simplement le Mali en question, le problème n'est pas national, mais il est supranational. Donc de ce fait, c'est un bilan mutisé. Il s'agissait d'une question de stabiliser
un pays qui a connu, j'allais dire, beaucoup de coups d'État, beaucoup d'instabilité institutionnelle. Mais quand nous regardons de plus près, on se rend compte que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est un problème lié au terrorisme économique, dans la mesure où beaucoup de forces convoitent des ressources et des intérêts plutôt économiques et mercantilistes dans cette zone. Donc le bilan, on peut dire que c'est mitigé, dans la mesure où que pendant ces 10 ans-là, ils ont connu quand même beaucoup de malheurs, notamment au Mali, au centre, mais aussi au nord avec les Touaregs qui sont aussi indépendantistes. Mais tout porte à croire qu'ils ne vont pas quitter la région parce qu'ils vont avoir des intérêts à sauvegarder. Raison pour laquelle ce redéploiement, on y reviendra un peu plus tard. Oui, surtout dans la deuxième thématique de cette émission, dans la deuxième partie de cette émission. En juillet dernier, Daouda, le camp Sundiata de la base de Kati a été victime d'une attaque à la voiture piégée, ce qui est une première quand même, puisque les attaques en tout cas, on ne les enregistrait pas du côté de Kati. L'endroit est stratégique parce qu'abritant également le quartier général du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Pour le bilan, les autorités maliennes parlent de 8 morts, 7 du côté des assaillants et 1 du côté des femmes. Quel regard aujourd'hui portez-vous sur cette approche du pouvoir de transition face à la menace terroriste? Puisque aussi il y a des choses qui sont faites depuis le début de cette transition-là. Mais cette attaque qui a été repoussée à Kati, effectivement, dans ce cantonnement, montre quelque part le caractère sauvage même de ceux qui attaquent d'abord, et ça montre également cette vulnérabilité de l'armée malienne, des autorités de transition aujourd'hui, parce que vous imaginez l'état-major, le quartier général. Normalement, c'est ce qui est le plus sécurisé du pays, plus que même le palais présidentiel. Si on compare à d'autres pays, lorsque vous allez à l'état-major, c'est le commandement par excellence qui est là, c'est le commandement au plus haut niveau qui assure la défense du territoire. Tous les ordres viennent de là, les transmissions, tout ce que vous voulez, l'infanterie, le renseignement, toutes les directions de l'armée se trouvent à ce niveau-là. C'est de là que se coordonnent les actions sur le terrain. Alors, si une voiture piégée arrive à menacer ce cantonnement, c'est quand même un signe d'un conflit qui revêt une forte gravité. Et c'est très inquiétant. Maintenant, l'armée malienne a repoussé. Et je pense qu'il faut saluer le courage des militaires maliens. Ça, c'est très important. En même temps, c'est se dire que ce conflit qui était au nord, à la base, qui en réalité, on le sait tous, venait d'une certaine forme de réclamation, d'une certaine autonomie de la part au niveau de l'Azawad, de la part du MNLA, qui finalement se sont associés, ces rebelles-là, avec des islamistes. On sait ce que ça a donné. L'arrivée des Français applaudit et progressivement la menace est déplacée vers le centre. Et aujourd'hui, on parle du camp de Kati. Alors, l'enseignement qu'on peut en tirer, en tout cas, c'est de dire que c'est un échec. Moi, je dis, le bilan, il est plus que mitigé. C'est un échec complètement. Pourquoi c'est un échec? Parce que on était censé faire taire les armes suite à un groupe, à l'attaque, enfin, à des revendications d'un groupe au nord. Ça devait être concis à ce niveau-là. Aujourd'hui, le Mali est un terrain de guerre. C'est un théâtre pour le terrorisme. Et rien que cet élément-là montre que quand même, avec toutes les forces qui ont été déployées, avec toute l'armée française, tous les partenaires européens, les États-Unis également en appui, etc., aujourd'hui, le résultat est là. Mais qu'en est-il aussi des actes posés actuellement sous cette transition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Alors, les actes posés, je pense que d'abord, il faut situer les responsabilités. Moi, je pense que d'abord, la France a fait une grosse erreur au mieux. Au pire, on pourrait qualifier ça de quelque chose de plus grave.
Au mieux, c'est une grave erreur. Celle-ci, c'est quoi? C'est au moment où ils ont été accueillis sous les applaudissements en grande pompe au nord pour régler le problème avec le MNLA qui n'arrivait pas à maîtriser les terroristes. Bon sang, pourquoi on a voulu dire qu'il faut discuter, négocier avec le MNLA d'une part et d'autre part avec les terroristes quelque part? On ne savait plus qui est de MNLA, qui est terroriste à un moment donné. Lorsque les Français sont arrivés, la première chose à faire, c'était d'abord de ramener le calme et d'insister sur un fait. Nous l'avions dit à l'époque, 2014, c'est-à-dire le Mali est un territoire indivisible. Seul l'État détient le monopole de la violence légitime. Seul l'État doit détenir des armes ou autoriser à des groupes ou à une entité de détenir des armes. Donc c'était une grave erreur de dire on va négocier pour essayer de régler le conflit sous l'auspice de... D'ailleurs, les principes que vous avez soulevés tout à l'heure, le Mali est un pays indivisible, les principes de souveraineté, surtout dans le cadre aujourd'hui de la gestion de son territoire. C'est dans ce contexte-là aussi que se situent les autorités actuelles de la transition. Et sur ces points-là, ils ne s'entendent pas aussi avec certains de leurs partenaires. Je termine juste là-dessus. En fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à l'époque avec la France et l'État malien? Désarmer tout le monde, on ne réfléchit pas. Personne n'a le droit de détenir des armes parce que le MNLA était là depuis un moment. Ça a permis de renforcer les groupes, de devoir discuter avec eux. Ça a abouti à ce qu'on appelle l'accord en 2015, l'accord d'Alger. Mais pourquoi vouloir régler le problème malien comme on règle le problème de la RDC? De la même manière qu'on essaye de régler le problème de je ne sais plus quel autre théâtre africain. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Et donc de là, les groupes armés ont pris confiance en eux, oui, et puis progressivement, c'est devenu le bourbier aujourd'hui. Docteur Ndao, dans ce cas de situation, on sait que la menace terroriste est une menace également assez asymétrique et transfrontalière, vous l'avez rappelé dès l'entame de vos propos. Est-ce qu'on peut aussi exclure des négociations des fois avec ces groupes-là, comme le préconise Daouda Tall, lui qui n'est pas pour ces négociations, puisque en partie, selon vous, si je vous ai bien cerné également, en partie cela a conduit à cette situation. Pensez-vous aujourd'hui que dans le cadre de la gestion de menaces terroristes, on peut exclure aussi la négociation avec certains groupes terroristes? Alors, moi, ma position sur cette question, c'est qu'il faut à la fois utiliser le bâton et la carotte. C'est-à-dire, c'est de la diplomatie, tout ce ne se fait pas aux vues et su de tout le monde. Il y a un État malien qui est là, qu'il faut renforcer. Et des terroristes qu'il faut désarmer. Mais ces groupes terroristes, aussi, avec ces milices-là, il faut avoir des interlocuteurs avec qui parler. Si vous continuez à les réprimer, à un moment donné, il faut aussi accepter de se retrouver autour d'une table pour discuter de façon lucide. Je pense que c'est ce que la France a essayé de faire, même si ça n'a pas montré beaucoup de réussite parce qu'à un moment donné, ceci a abouti même à une perte de confiance, en tout cas vis-à-vis des partenaires officiels, qu'il est taxé à un moment donné même on l'a vu récemment, le ministre des Affaires étrangères, M. Diop. D'ailleurs, ce sera une thématique qui sera largement débattue dans la qui les accuse ouvertement de les avoir armés et de vendre des renseignements. C'est-à-dire, c'est aussi cette carte claire-là qu'il faut jouer parfois dans ce type de conflit, c'est d'avoir un discours très franc. On est dans un état de droit. Il ne faut pas soutenir des milices de gauche à droite qui favorisent l'insécurité, en tout cas dans ce domaine. Mais sur la question des milices, parfois le soutien vient même des pouvoirs en place. On a vu ce cas au Mali, on l'a vu également au Burkina, à un certain moment où c'était même le Parlement qui avait adopté une loi pour autoriser ces milices-là. Sur le temps, ça a réglé un problème de façon ponctuelle, mais après ça en a créé beaucoup d'autres dans la durée. Oui, c'est d'ailleurs le cas, tout le problème lorsqu'on est dans une sorte de no man's land. Quand on autorise de façon très, de façon très désordonnée, les gens d'utiliser les armes pour se défendre. C'est ce qui a abouti à des violences communautaires qu'on a vues vers les années 2017-2018 entre Poul et Dogon ici. Et on va
que sur certaines parties du territoire, des armes automatiques très lourdes ont été utilisées, qui a abouti à des bloodshed, carrément des purges, presque des purges dans une partie des communautés et autres. Et c'est ce qui renchérit tout ce conflit. Donc il faut avoir la posture diplomatique pour écouter, parler un langage franc avec ces groupes-là, parce que aussi, on parle du terrorisme, c'est l'ennemi sans visage. Il faut que cette théorie de bâton aussi soit accompagnée de dialogue, de conversation très franche entre les deux parties. Mais il faut être droit dans ses bottes pour dire qu'on ne tolère pas le fait de substituer l'État dans cette partie. Mais ce qui rend aussi la question, la problématique un peu compliquée, on parle du Mali. Écoutez, c'est un vaste territoire très difficile à contrôler. Et mon co-débatteur tout à l'heure a fait allusion à ce qu'on appelle, nous les Américains, la notion de failed state, les nations qui ne parviennent pas à contrôler l'intégralité de leur territoire. C'est un vaste no man's land. Même du point de vue des renseignements, on a des difficultés à avoir les renseignements. Quand on peut surprendre un camp militaire comme le camp militaire de Kati pour y introduire une voiture d'explosifs, ça veut dire que, écoutez, c'est très difficile de contrôler tout ça sans qu'il y ait des failles. Donc pour moi, il faut avoir les deux postures et un discours très franc pour le dire, écoutez, déposez les armes, construisons une nation beaucoup plus grande, mais autant il faut être droit dans ses bottes pour le dire qu'on est dans un état de droit. Et Daouda, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, à travers son expert indépendant au Mali, le Sénégalais Alioune Tine, bien évidemment, s'inquiète de la violation des droits humains dans le pays. Des exactions pour la plupart commises par les groupes terroristes, mais les FAMA, les forces armées maliennes, ainsi que leurs partenaires russes sont également cités dans ce sens-là. Aujourd'hui, quelle posture des autorités maliennes de transition face à ces violations des droits humains dans le territoire malien ou bien dans ces zones-là où il y a cette insécurité? Ok, je vais y répondre, mais juste une petite parenthèse par rapport à la question de tout à l'heure. En réalité, ce que je veux dire par là, c'est que on peut négocier avec des citoyens qui, parce que se sentent lésés, parce que leur territoire n'est pas pris en compte dans le cadre des politiques publiques de développement, etc., comme c'était le cas au niveau du Nord Mali, l'Azawad. C'est comme si vous prenez l'Est du Congo, parfois c'est le cas, la Casamance avec le Sénégal, etc. Là, on peut s'asseoir autour d'une table pour négocier, pour discuter comment déployer les services de l'État, etc., avancer dans ce domaine. Mais à partir du moment où des gens ont déclaré complètement la guerre à l'État, ils ne disent plus qu'on veut l'autonomie sur une parcelle du territoire, mais c'est la négation de l'État même, global. Ils veulent rayer l'État sur la carte, l'État malien, et faire un autre État. Ça, c'est différent. Pour moi, là-dessus, il n'y a pas de négociation. Je suis très clair là-dessus. Mais souvent aussi les causes de cette situation peuvent expliquer cela. Souvent, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est arrivé que certaines de ces situations partent aujourd'hui de conflits communautaires, partent de problèmes de mauvaise gestion des ressources naturelles de ces pays-là. Est-ce que cela aussi, le problème ne pouvait pas être résolu? Ce qui pourrait aller déjà, ça peut partir d'un extrémisme, d'un certain extrémisme violent jusqu'à des actes terroristes. Mais aujourd'hui, si ces gens-là s'asseyaient autour d'une table, discutaient, surtout utilisant des mécanismes qui ont toujours existé, des résolutions des conflits sur le continent, est-ce que là également, il n'y aurait pas entente? Est-ce que les gens ne se retrouveraient pas? Je comprends cette doctrine-là, mais moi aujourd'hui j'ai envie d'aller en marge de ça. Pourquoi? Parce que si c'est les revendications avouées justement qui a mené à l'extrémisme violent, au terrorisme, parce que c'est des problèmes de sous-développement, là je l'entends. Mais nous, on s'efforce entre chercheurs, analystes à mettre un lien entre le terrorisme, l'extrémisme violent avec le sous-développement. Mais ceux qui mènent cet extrémisme violent, est-ce que eux ils s'identifient à ces causes-là? C'est pas gagné. C'est pas dit que le MNLA, dans le cadre du Nord Mali, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, par exemple, qui a réclamé le dernier attentat, est-ce que c'est leur revendication? Problème de développement, on veut un hôpital, on veut ci. Non. Donc, clairement, je fais une sorte de parallèle.
Le terrorisme n'a plus de frontières. Aux États-Unis, en France, ailleurs. On a connu Bataclan en France, etc. Le 11 septembre. Voilà. Est-ce que l'État français ou l'État américain, lorsqu'ils étaient frappés de l'intérieur, est-ce qu'ils ont cherché à négocier avec ceux qui frappaient? Jamais. Pourtant, il y a peut-être, dans le cas de la France, la Corse, la métropole, etc., l'outre-mer, des fois, il y a des programmes, etc. Ça, je peux comprendre. Mais aucun État, parmi ceux qui viennent soutenir le Mali sur le terrain et organiser des négociations, etc., avec des groupes armés de ce type qu'on qualifie de terroristes, chez eux, ils n'adoptent pas cette méthode-là. Ils ne négocient pas avec ça. Alors pourquoi voulons-vous qu'en Afrique, il faut qu'on négocie? Déposer les armes et après on négocie. Mais on ne négocie pas les armes à la main avec quelqu'un qui veut rayer l'État, qui fait une sorte de négation de l'État. Non, moi je veux bien discuter. Toute guerre se termine autour d'une table. On le sait très bien, j'adopte ces principes. Mais ce que je dis simplement, c'est que ce qui a aggravé la situation, au moment où la situation était contenue tout au nord avec le MNLA, l'intervention française, il faut le reconnaître, a été efficace sur le coup. Il ne faut pas être anti-français à tout va non plus. Mais pourquoi ne pas distinguer à ce moment-là les terroristes et les groupes rebelles MNLA? Parce que le MNLA avait complètement perdu le contrôle au profit de ces groupes terroristes-là. Et puis on a tout mélangé, tout le monde pour discuter. Sur ce point-là, Daouda, peut-être aussi que la situation actuelle qu'il y avait dans ce pays-là, peut-être toutes ces choses combinées a pu aboutir à cela, dans la mesure où nous l'avions même vu, le président français à l'époque, François Hollande, avait été accueilli en héros au Mali à la suite de cette situation-là. Je pense que c'est comme le cas des milices que j'ai donné tout à l'heure. C'était une solution toute trouvée à l'instant T pour trouver une solution, mais dans le temps également, nous avons vu les limites et autres. Et j'en viens à vous, docteur Souleymane Ndao, le chef de l'État sénégalais, je le disais en introduction, également président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu le 15 août dernier à Bamako. Je le cite, « Ma présence ici est un signal d'amitié, de solidarité par rapport au peuple malien. Un signal également de soutien à la transition dans le cadre du processus de cette transition qui vient de réaliser des progrès après quelques difficultés, a indiqué le président Macky Sall à sa sortie d'audience avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Déjà, quels enjeux de cette visite du président de l'Union africaine au Mali? Alors, il faut mettre ça dans sa logique de président de l'Union africaine. Déjà, il est très cohérent dans sa démarche. Il faut accompagner la transition, il faut tout faire pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Mali, tout en aussi tenant en compte des réalités plutôt économiques de survie par rapport aux deux pays. Il faut aussi gérer toute une réalité relative à la politique de bon voisinage entre les deux pays. Il est dans son rôle en tant que président de l'Union africaine, je veux dire, pour véritablement, à la sortie de cet embargo, faire une visite officielle dans ce pays-là pour véritablement rassurer, pour participer à également faire ce qu'on appelle dissiper ce climat de suspicion qui continue de planer. Parce que vous savez, quand on communique de loin, ça peut être un dialogue de sourds, ça peut être mal interprété, ça peut être source d'incompréhension, mais aussi on verra qu'il y a beaucoup plus de la communication du point de vue du symbolisme qui est derrière le fait de se déplacer. Il aurait pu envoyer son ministère des Affaires étrangères, mais il doit se déplacer. Lui, d'abord en tant que chef d'État. D'ailleurs, même par rapport à son appel à l'endroit de la communauté africaine, comment aujourd'hui l'organisation panafricaine qui est l'UA pourrait accompagner le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Justement, l'Union africaine a un rôle, en tout cas symbolique, à jouer là-dessus. C'est-à-dire,
au moment où des forces étrangères viennent donner leur partition dans cette, en tout cas, mission de stabilisation de toute une partie aussi importante que le Sahel, notamment le Mali, etc., dans toute la sous-région. Je pense que l'Union africaine ne devrait pas être en reste, du point de vue purement symbolique, il ne devrait pas être en reste dans cette comment on appelle ça, dans cette mission. Maintenant, il faut savoir que c'est une organisation qui a véritablement ses limites aussi. On peut comprendre qu'écoutez, il n'y a pas véritablement de force africaines intégrées qui agissent au nom et pour le compte de tous les pays africains et reconnus de tous. D'autant plus que la force africaine en attente est toujours en attente et on espère que cette force sera bientôt opérationnelle. Et déjà dans la seconde partie du débrief, il sera question de parler du redéploiement de la force française du Mali vers le Niger. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief, Dr Souleymane Ndao, le retrait des troupes françaises du Mali entamé depuis février a pris fin le 15 août dernier. La force Barkhane a été redéployée au Niger. Aujourd'hui, quelle réorganisation de cette force dans cette partie du Sahel? Oui, écoutez, comme vous l'avez si bien dit, le Mali a fini en tout cas de quitter la France a fini de faire partir ses dernières forces au Mali. Ensuite, pour les redéployer un peu non loin de cette partie de cette région. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des intérêts français notamment, mais européens de façon globale, à sauvegarder notamment dans le bassin de lac Tchad, dans une ville peut-être qui s'appelle Arlit, où écoutez, une bonne partie de l'uranium, notamment de cette grande firme qui s'appelle Orano, est exploitée là-bas. Donc l'ancienne appellation, c'est Areva. Donc il y a un enjeu énergétique très important dans cette partie de l'Afrique, et la France n'est pas encore prête. C'est des questions de survie. Et d'ailleurs, l'Élysée a confirmé cela dans un communiqué faisant savoir qu'il quittait le Mali, mais qu'il restait dans le Sahel, dans le golfe de Guinée et cette région du lac Tchad. Tout à fait. C'est une région qui regorge de potentialités. Et comme vous le savez, la France, n'étant pas seule véritablement dans cette mission de stabilisation, pour véritablement stabiliser cette région au vu de ses profits, mais aussi elle n'était pas seule. Il y avait d'autres puissances étrangères qui convoitaient en même temps ces ressources-là. Et de ce fait, quitter définitivement ces régions, c'est laisser la place à se retirer définitivement, c'est laisser la place à d'autres puissances étrangères, notamment des puissances rivales, à occuper l'espace. C'est-à-dire quand vous reculez, comme le disait un grand stratégiste, notamment Sun Tzu, quand l'ennemi recule, j'avance. Quand vous reculez carrément pour laisser de l'espace, c'est les forces russes qui vous emboîtent le pas. C'est les forces chinoises. La Chine est dans la sous-région, même si ce n'est pas dans le même style qu'ils opèrent dans la région, mais la Russie est là aussi et d'autres puissances. Donc de ce fait, ils vont respecter la souveraineté du Mali, qui est en train de mener sa transition jusqu'au bout, mais c'est sûr qu'ils vont se redéployer dans les zones où ils continuent d'avoir des pipelines à sécuriser, du point de vue gestion de la chaîne d'approvisionnement, du point de vue aussi des intérêts plutôt géostratégiques à gérer
dans cette sous-région. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez soulevé tout à l'heure, déjà les zones déjà libérées à Gao, on signale la présence d'instructeurs russes, en tout cas de militaires russes sur place, des informations confirmées par des agents de la MINUSMA et également des agents de la force allemande. Ce retrait d'Aouda n'a pas été un long fleuve tranquille suite aux différentes tensions notées entre Bamako et Paris, et également cette situation entre les deux pays qui pourrait aussi impacter, est-ce que cela aussi pourrait impacter l'intervention d'autres contingents, surtout les contingents européens qui sont alliés aussi avec la France. On a vu l'Allemagne dernièrement qui a suspendu momentanément ses activités à la suite d'une interdiction, autant pour moi, de survol dans une partie du territoire malien. Oui, bon, faut comprendre que même si c'est la France qui est là dès le départ, c'est l'Union européenne. Hein, les 27 pays de l'Union européenne, à la base, parlent d'une même voix. Donc, lorsque la France part et qu'il y a d'autres, je ne pense pas qu'ils vont rester longtemps. Et même s'ils restent, ce sera à minima. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je ne sais pas est-ce que la mission s'est terminée comme ça? De toute façon, la mission était en train de s'enliser, la mission française au Mali. On a la MINUSMA également quand même. Donc que faisaient les Français encore là-bas? Avec un petit peu d'audace, j'ai envie de dire même que le fait que Assimi Goïta ait tapé sur la table pour dire aux Français de se retirer, c'est arrivé au bon moment pour la France. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment ça? J'ai l'impression que finalement, voilà, finalement, cette sortie, c'était le bon moment pour que la France se retire. Bon, si elle s'était retirée comme ça, on l'aurait d'ailleurs, quelqu'un avait sorti cette formule, on l'aurait accusé d'avoir lâché le Mali, quelque part. Et l'opération était devenue presque insoutenable, financièrement, c'est clair, parce que ça commençait à être critiqué aussi en interne. On a vu quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, faire ses critiques. Et on ne peut pas parler de l'armée française sans parler de politique française, puisque le commandement est d'abord politique. Voilà, l'aspect militaire, c'est l'exécution de la volonté politique. Et donc, la recomposition de l'Assemblée nationale française, il faut en tirer des enseignements, notamment vis-à-vis de la suite de la présence française en Afrique. Vous allez voir que la marge de manœuvre des gouvernements africains, des présidents notamment africains cette de la France, du soutien d'Emmanuel Macron va être limitée. Donc, c'est une parenthèse pour dire que tous ce poids financier, ce poids moral, parce que quand même cette présence française était beaucoup critiquée en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Il était temps, ça s'est soufflé quelque part. Et donc je pense que Emmanuel Macron et la France ne sont pas trop mécontents, à mon avis, de ce retrait et de ce qu'on peut appeler maintenant un redéploiement. Donc c'est le premier enseignement que j'en fais. Maintenant, redéploiement, est-ce que les autres Européens vont rester? Potentiellement, mais pas pour remplacer la France en tous les cas, parce que l'Europe a sa politique de défense. Pas avec le même engagement ou bien avec la même intensité ou effectif. On en revient à un point que vous abordiez dès le début, c'est-à-dire la question aujourd'hui du départ de la force française et également la situation que cela laisse sur place. Aujourd'hui, je le rappelais tout à l'heure à Dr Ndao, certaines zones libérées au niveau de Gao ont été occupées par aujourd'hui des forces russes. En tout cas, l'information a été confirmée par des soldats allemands présents au Mali et même des agents de la MINUSMA. Aujourd'hui, est-ce que les forces armées maliennes et leurs partenaires russes, puisque actuellement ce sont en tout cas les partenaires les plus visibles, peuvent aujourd'hui combler, je ne dirais pas vide, mais cet espace laissé par le départ de Barkhane? Non, ça ne se fera pas de sitôt. On ne peut pas remplacer une force qui a été là pendant 9 ans.
Parce que bon, déployer une opération militaire, c'est d'abord étudier le terrain, préparer les équipes, préparer la logistique, etc. Je pense que les forces russes ne sont pas aussi prêtes que l'étaient les Français pour remplacer complètement les Français. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait un soldat français, vous mettez un soldat russe. À chaque fois qu'il y avait du matériel aérien français, il y a du matériel aérien russe. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il va falloir aller vers une autre stratégie. Celle-ci doit être différente de la stratégie de l'armée française. Donc, c'est là la question. Quelle intelligence, quelle association va se faire entre les forces armées maliennes et la mission russe? Les forces russes, enfin russes, pas de l'État russe, mais... Les instructeurs russes comme les appellent. Voilà, privés, rappelons-le. Poutine a toujours dit que ce n'est pas au nom de la Russie. Mais, donc, officiellement au Mali également, on ne reconnaît pas ce caractère privé. Eux, ils parlent plutôt d'instructeurs russes, les autorités de la transition. Oui, alors, les instructeurs, c'est une chose. Maintenant, les forces qui combattent sur le terrain, Wagner, ça c'est une autre chose. C'est là où j'en venais en fait. Ils refusent la présence de Wagner sur le terrain des opérations. Les autorités de la transition sont catégoriques. Ils disent qu'il n'y a pas de Wagner au Mali sur le terrain des opérations. Ce qu'il y a, ce sont des instructeurs russes. Ça, c'est leur version officielle. Oui, ça, c'est leur version officielle. Maintenant, il faudrait sortir une coopération militaire russo-malienne pour bien regarder si c'est des instructeurs privés. Ça, ils ne le nient certainement pas. Ou est-ce que c'est des instructeurs envoyés par la Russie dans le cadre d'un accord de défense? Parce qu'il y avait un accord de défense avec la France. Donc là-dessus, il faut, lorsqu'on va faire un exercice de clarification, je pense qu'il faut être complètement transparent. Je pense que les autorités maliennes gagneraient également à clarifier cette situation de la présence russe. Parce que si on prend le cas parallèle de la Centrafrique, ces forces, Wagner, bon, il y a eu le Sangaris, etc., parti après une transition Samba Panza, Catherine Samba Panza et aujourd'hui Foster Archange Touadéra. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la République centrafricaine paye ces soldats privés russes qui sont présents. Alors, est-ce que le budget peut le supporter? À quel titre? Etc. Au départ, on y est également à ce niveau-là. Maintenant, que fait l'armée malienne? L'armée malienne doit clarifier à ce niveau-là. Est-ce que ces forces instructeurs russes sont payés par le Mali? Ou est-ce que c'est dans le cadre d'une coopération et qui sont là gratuitement, enfin entre guillemets, parce que les Français étaient là et ne touchaient pas de salaire ou de per diem de la part de l'armée malienne? Par rapport à l'accord de défense ou bien un accord de défense avec la Russie, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on note également qu'officiellement, la Russie, là, il s'agit bien du Kremlin, l'État de la Russie, de plus en plus également aide le pouvoir de transition pour ce qui est aujourd'hui de l'armement et de logistique dont ils auraient besoin. On a vu récemment l'acquisition d'hélicoptères et autres armements aujourd'hui. Déjà, est-ce que cela ne peut pas également en partie contribuer à leur faciliter cette lutte dans laquelle les autorités de la transition sont engagées dans cette zone du Mali? Oui. Facilité. Mais la lutte, elle ne se gagnera pas parce que les Français sont partis et que les Russes sont arrivés. C'est méconnaître ce type de conflit que de dire ça. Ceux qui pensent que parce que les Français sont partis, les Russes sont là, le conflit va se terminer, il n'y aura plus de terroristes au Mali d'ici 2 ans. D'où l'expression facilité. Non, voilà, exactement. Et donc, c'est une lutte de longue haleine. Ce que les Français n'ont pas pu faire, les Russes, en 9 ans, les Russes ne vont pas arriver à le faire en 1 an ou en 2 ans. C'est faux. Ça là-dessus, la République centrafricaine en est un exemple. Encore aujourd'hui, on a des exactions là. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est une substitution de force qui est là, hein, France-Russie. Et dans cette partie-là aussi, pourtant, ils sont accusés d'exaction par les Nations Unies. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, le président actuel est aussi, voilà, on le soupçonne de vouloir se représenter encore pour un mandat supplémentaire, etc. Le pays n'est pas totalement apaisé. Les ressources de la République centrafricaine continuent d'être pillées, effectivement. Quand sera-t-il au Mali? Est-ce que c'est parce que les Français sont partis, les Russes s'installent et ça va être le paradis au Mali? Ça va être non. Alors maintenant, ce qui peut faire la différence, c'est le courage de l'État malien, des forces armées maliennes, le courage des autorités de la transition, la stabilité politique qu'il va y avoir au Mali.
Parce que ni les Français, ni les Russes, ni les Chinois ne sortiront un pays d'Afrique de la guerre ou de quoi que ce soit. C'est l'armée du pays qui doit lutter, reprendre son territoire, l'intégrité de son territoire, être autonome là-dessus. On parle de néocolonialisme, etc. Lorsque vous ne pouvez pas, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, la superficie du territoire malien, lorsque vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez contrôler même pas le tiers de votre territoire de manière efficace, comment voulez-vous être souverain? La souveraineté, ça commence par la défense. Et donc, ne pas forcément compter sur les autres, mais assurer sa propre défense. Mais ça se fera que dans un climat de stabilité politique. C'est pour ça que la transition, elle est importante. C'est important que les autorités de la transition malienne respectent leur engagement vis-à-vis d'un transfert progressif du pouvoir des militaires aux civils. Et sur ce point, jusque-là, ils se disent qu'ils sont dans ces dispositions-là, c'est-à-dire une transition de 2 ans qui prend fin en 2024, avec un chronogramme clair d'ailleurs qui a été soumis et validé à la CEDEAO pour l'organisation de ces élections à l'échéance de 2024. Et M. Ndao, les derniers soldats français présents au Mali dans le cadre de cette opération Barkhane ont quitté le pays et sont désormais basés au Niger, je le rappelais tout à l'heure. C'est ce qu'a affirmé l'état-major des armées françaises. Ce redéploiement des Français sur le sol nigérian serait également une façon pour le Niger de renforcer également ses moyens sur le terrain, d'autant plus que c'est un pays également qui fait face à ces attaques terroristes. Parce que c'est également de l'armement, c'est également du renseignement, c'est également d'autres moyens qu'amènent ces forces françaises de Barkhane au niveau de ce pays-là qui est le Niger. Tout à fait. Je pense que, et d'ailleurs, si nous comparons le Niger et le Mali, du point de vue superficie, je pense que le Niger est beaucoup plus gérable du point de vue de couverture. Et de ce fait, je pense que s'il décide de ne pas quitter et de se redéployer, on va assister à un maillage du territoire, en tout cas nigérien, un maillage beaucoup plus intéressant par le renforcement sur le terrain des soldats nigériens qui font face au même type de défis. Parce que c'est tout le bassin du lac Tchad, donc la zone des 3 frontières et autres, et qui fait que aussi les frontières sont un tout petit peu poreuses. Et si vous voulez, les mêmes réalités que vivent les populations dans un pays se transfèrent un peu partout dans ces zones. Et justement, c'est là où la dimension économique elle est importante ici, parce que pourquoi ils se sont redéployés vers cette zone, je l'ai dit tantôt, je le répète, prenez la carte de la ville d'Arlit et vous verrez là où il se situe du point de vue géostratégique. C'est un tout petit peu un territoire entre, c'est comme un triangle entre les 3 pays. C'est frontalier et au Mali, mais aussi au Nigeria. Et donc vous voyez, la ville se trouve juste à cheval, c'est un point entre ces 3 pays. Comme c'est le cas de la zone du Liptako-Gourma entre le Mali, le Niger et le Burkina. C'est exactement ça. Donc c'est cette zone, si vous la contrôlez, et d'ailleurs c'est cette zone où beaucoup de gisements, notamment du point de vue des activités de Orano, c'est là où beaucoup de gisements d'uranium se trouvent, donc qui fait l'objet de convoitises par rapport aux forces là qui les attaquent. Donc c'est cet aspect de terrorisme économique qui est là, qui ne s'attache pas qui n'a pas de revers religieux ou islamique, mais qui a des revers économiques. Et de ce fait, ce redéploiement là, vous aurez est-ce que cela ne s'explique pas aussi, Dr Ndao, du moment que vous avez parlé tout à l'heure d'entreprises étrangères, donc ce sont des intérêts étrangers, est-ce que sur le plan de leur souveraineté ou bien de leur défense aussi, cela ne s'explique pas qu'ils protègent des intérêts français, même si c'est en dehors de leur territoire? Ouvertement, ils ne diront jamais ouvertement qu'ils vont défendre leurs intérêts. C'est aussi de la diplomatie, c'est aussi des intérêts, la stabilité ou la sécurité, comme le disait mon co-débatteur tout à l'heure, a un prix. Pour stabiliser tout cela à un prix, pour laisser un président la possibilité, pour le garantir la possibilité de gouverner en toute stabilité
et d'assurer un minimum de sécurité pour son pays, il y a une... Par rapport à cette gouvernance en toute stabilité, on constate qu'au Niger aujourd'hui, ce redéploiement de la force Barkhane ne fait pas l'unanimité. Certaines organisations de la société civile ont voulu manifester, mais cela a été interdit. Vous, quel regard portez-vous sur ça? Chat échaudé craint l'eau froide. Écoutez, ils ont été chassés d'un pays voisin. Ils ont eu à entendre de nombreuses exactions que cette armée, ces forces françaises, en tout cas étrangères, ont eu à faire dans ce pays-là. S'ils se redéploient dans notre backyard, comme on dit, dans notre arrière-cour, on a de quoi s'inquiéter. On a de quoi s'inquiéter. Alors, donc, c'est la suspicion qui est là. Et malheureusement, ce qui se montre de jour en jour, c'est que il y a ce renchérissement de ces suspicions. Les gens ont peur, c'est un sentiment d'anti-français qui est là un peu partout. Et cette société civile qui entre en jeu, qui dit, écoutez, nous barrons la route à cette armée, nous disons non, ne venez pas. Mais les officiels ne peuvent pas le dire ouvertement dans le cadre de certains accords qu'ils signent avec ce pays-là, dans le cadre de notamment certaines organisations sous-régionales, etc., avec les fonds qu'ils captent, et on reste etc. même avec ces organisations sous-régionales. Daouda, dans un communiqué, l'Élysée a affirmé que la France reste engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad, je le rappelais tout à l'heure, avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme. Face à l'expansion aujourd'hui de la menace terroriste, on constate qu'aujourd'hui, cette menace qui était dans la zone du Sahel, de plus en plus progresse vers ce golfe de Guinée-là. Comment est-ce que la France pourrait collaborer dans ce sens avec les communautés régionales concernées, c'est-à-dire dans la région du lac Tchad comme dans la localité dans le golfe de Guinée, autant pour moi? Bon, c'est une bonne question, effectivement, parce qu'en réalité, cette menace-là ne s'est pas déplacée forcément depuis le Sahel. C'est une menace qui existait déjà dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée connaît des problèmes de sécurité depuis un moment. D'abord, le problème de piraterie, les pirates. On sait très bien que ces eaux-là sont des eaux qu'il faut sécuriser, surtout le golfe de Guinée, particulièrement. Et donc ça, c'est des problèmes de sécurité. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le terrorisme, c'est pas seulement islamiste. Le terrorisme, sa définition n'a rien à voir avec l'islam. Et l'extrémisme violent également. Donc c'était déjà présent à ce niveau-là. Et même le terrorisme islamiste, entre guillemets, également. Parce que rappelons-le, là, on parle du golfe de Guinée. On est aussi à côté du Nigeria. On est aussi à côté du Ghana. On est aussi le Bénin. Il y a une ouverture par là également. Et donc ça, c'est des enjeux sécuritaires, à la fois terrorisme classique comme on le connaît, mais aussi d'autres enjeux sécuritaires. Liés à la protection des navires, des ressources, etc. Et donc finalement, est-ce que dans le prolongement de ce que je disais au début, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien, pour l'armée française, pour la diplomatie française, de quitter le Mali pour s'étendre sur une zone beaucoup plus large, tout en le justifiant de manière certaine aujourd'hui? Parce qu'il y a 10 ans avant, l'armée Serval Barkhane n'était pas au Mali. Il n'y avait pas encore les problèmes au Mali. Est-ce que vous pensez que l'armée française aurait pu simplement aller se dire on va aller dans le Sahel, dans le golfe de Guinée, etc. comme ça? Non, non. Alors que là, l'historique est là, la justification elle est là. On quitte un territoire, mais on va essayer de couvrir tout le Sahel pour assurer la sécurité, renforcer la sécurité à ce niveau-là. Et progressivement, comme vous le dites, la menace qui s'étend, on va aller s'occuper de la menace aussi dans le golfe de Guinée. Donc une présence beaucoup plus... Toutes les conditions semblent réunies pour justifier le fait qu'ils aient quitté le Mali et qu'ils se redéploient dans cette zone-là. Et on reste toujours avec cette question-là. Dans une lettre au président du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, accuse la France de fourniture d'armes et collecte de renseignements au profit de groupes terroristes, espionnage et intimidation des
forces armées maliennes. Des accusations quand même très graves. Aujourd'hui, peut-on s'attendre à une issue de ce dossier au niveau de ce Conseil de sécurité de l'ONU? Le Conseil de sécurité, il y a le droit de veto au niveau des Nations Unies. L'Afrique, déjà, ça repose la question du statut de membre permanent au niveau du Conseil de sécurité. Il faut lutter, il faut aller vers ça. Une place, 2 places, pourquoi pas, hein? Et il n'y a que comme ça qu'on peut répondre à cette question de manière affirmative, en disant qu'il y a des chances que ça aboutisse, etc. Mais si nous, on n'a pas de représentation digne de ce nom au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, et en même temps, il y a le droit de veto, comme on le sait, dans un certain nombre de puissances. Mais qu'en est-il des partenaires, puisque certains partenaires de ces pays-là aujourd'hui ont également ce droit de veto? Oui, mais vous savez, en diplomatie, en diplomatie, c'est des calculs, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il y a le conflit en Ukraine, vous pensez à la Russie certainement, entre autres, la Chine. Si c'est la Russie, par exemple, on sait très bien qu'il y a un conflit entre les Occidentaux, notamment l'OTAN et la Russie sur l'Ukraine, autour de l'Ukraine. Je vois beaucoup de commentaires. Les gens qui pensent que la Russie, parce que c'est un partenaire du Mali, qu'il ne fera jamais de concession envers la France sur un dossier concernant en partie le Mali. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas partenaire à 100% d'un pays et on va enlever tout ce que l'autre dit. Non, si c'était ça, on a toujours dit que la Guinée est proche, la Russie est proche, etc. Kadhafi, pourquoi la Russie ne s'est pas levée lorsque les Occidentaux sont allés chercher Kadhafi pour le tuer? Pourquoi la Russie ne s'est pas levée quand il y a eu des coups d'État en Afrique un peu partout? Pourquoi la Russie ne s'est pas levée pour le dirigeant qui pense qu'il peut se cacher derrière Poutine ou derrière la Russie pour échapper à quoi que ce soit, il se trompe. Parce que lorsqu'il y a un accord qui est signé entre la Russie et la France ou une autre puissance sur l'Ukraine, ou alors entre la Chine et l'Europe sur Taïwan ou les États-Unis, etc., s'il y a une concession qui se fait là, mais la Russie peut très bien fermer les yeux parce que c'est des escaliers, hein, à un moment donné. Et donc la Russie est également obligée, comme vous l'avez dit, par rapport à ces accords-là aujourd'hui, de les respecter vis-à-vis de ces pays-là, que ce soit des pays européens ou américains et autres. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Dr Souleymane Ndao, spécialiste des questions de défense et de sécurité dans la zone du Sahel. Merci une fois de plus d'avoir été avec nous. Je vous remercie, cher ami. Merci beaucoup également, très cher ami. Merci à vous également, Daoud Tal, éditorialiste et également président du think tank IDE Sénégal. Merci également d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonsoir. Bonsoir et merci également à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.